parlez de deep tech, mais en fait, le deep tech s'inscrit, surtout à partir du moment où on est de plus en plus deep tech, on se rend compte à quel point on est global par rapport aux stratégies de développement que les entreprises, mais aussi même les autorités peuvent avoir, puisqu'il y a une communication permanente. Et après, comment ça arrive aux patients pour faire les essais cliniques, mais ensuite pour remonter l'information, et surtout dans le cadre européen, les essais cliniques sont faits au niveau national, mais au niveau de l'innovation, quelle que soit, c'est-à-dire les thérapies innovantes, l'oncologie, les maladies où il n'y a pas de traitement, tout cela se déroule au niveau de l'agence européenne qui est partie de Londres pour aller à Amsterdam. Et la Commission européenne donne une autorisation de mise sur le marché, vite fait, je passe, au niveau européen, qui doit être implémentée au niveau national. Et embrayé en cela, on arrive au prix remboursement qui sera l'occasion de parler dans d'autres forums. Alors ici, nous avons plusieurs représentants, au moins 2 de l'industrie, des tout petits et les plus grands, et ainsi qu'un représentant de l'agence du médicament. Ce qui serait donc intéressant, c'est de partager leur expérience dans le cadre français, ou comment est-ce qu'on arrive avec cette injection de globalité au niveau national. Et donc je passe la parole à mes collègues ici présents, plus particulièrement peut-être pour Ivensis. Très bien, bonjour à tous. Donc la société Ivensis, c'est une biotech qui a démarré ses activités en 2012 sur une idée d'une ophtalmologiste, le professeur Francine Béard-Cohen, et qui faisait le constat qu'il n'y avait pas suffisamment de traitements pour les maladies de la rétine. Et le principal problème était la délivrance de ces médicaments pour l'œil. Et donc l'idée qu'elle a eue, c'est d'utiliser un muscle que l'on a tous dans l'œil, le muscle qui va permettre l'accommodation du cristallin, de l'utiliser comme une usine de production pour délivrer dans l'œil en continu des protéines thérapeutiques. Et donc c'est cette idée qu'on a développée. Donc ça consiste en une thérapie génique non virale qui va combiner un médicament de thérapie innovante, le plasmide ADN thérapeutique, et puis un dispositif médical d'électrotransfection que l'on va appliquer sur l'œil pour délivrer donc un champ électrique qui va perméabiliser de manière transitoire la cellule musculaire et faire pénétrer de manière efficacement le plasmide jusqu'au noyau de la cellule pour être exprimé ensuite en ARN et en protéines. Donc c'est une société qui a fait plusieurs levées de fonds maintenant. On est en essai clinique. Et donc la question des défis, on en a eu 2 principaux. Le défi technologique, bien sûr, il fallait miniaturiser la technique pour être appliquée dans l'œil. Et puis, en lien avec la table ronde aujourd'hui, un défi réglementaire, puisqu'on combinait 2 réglementations bien différentes, on combine toujours, la régulation des ATMP, donc du médicament, et de l'autre côté la réglementation des dispositifs médicaux, avec entre les deux une absence de réglementation, puisque dans notre cas, on n'est ni l'un ni l'autre, on combine les 2. La conséquence de ça, c'est que lors de notre première soumission, c'était en 2016, on a fait le choix d'aller devant les autorités nationales et pas européennes. Donc on est allé devant l'ANSM et devant le MHRA. Et nos dossiers ont mis entre 8 et 10 mois d'évaluation. Monsieur Martin, vous n'étiez pas là ? Moi non plus. Donc un temps relativement long. Alors je ne suis pas là pour charger la NSM. Hein. Je pense que les torts étaient partagés. C'est ce qu'on peut essayer d'évaluer aujourd'hui. Donc un temps d'évaluation très long, en particulier parce qu'on faisait appel à différentes divisions au sein des agences, et aussi parce que au sein de ces agences, il y a eu vraisemblablement, alors ce n'était pas le cas de la NSM semble-t-il, mais en tout cas pour le MHRA, un manque de concertation entre les divisions. Le MHRA, pour tout le monde, c'est les autorités de santé anglaises, c'est ça ? Voilà. Donc on avait affaire à la division médicale et la division medical device. On a eu très vite l'approval sur le protocole d'essai clinique par la division médicaments.
Mais ensuite, ça a été beaucoup plus long pour la division Medical Device, qui elle-même avait des commentaires sur le protocole clinique et qui venait en contradiction avec la division médicaments. Donc on a eu comme ça des allers-retours entre les deux divisions, ça a été très long. À la NSM, les choses étaient concertées, semble-t-il, mais le temps d'évaluation a été relativement long quand même. Et donc, en termes d'expérience, qu'est-ce qui peut rendre les choses plus rapides si on parle de la France actuellement ? Je pense que l'équipe de l'époque, chez i26, a probablement sous-estimé le côté innovant de son approche et a sous-estimé la complexité qu'allait être la revue par une agence et la recherche de l'expertise pour faire l'évaluation du dossier. Depuis, on est allé aux États-Unis. À la FDA, on a eu une évaluation en un mois, mais on avait prééduqué l'agence avec un pré-IND meeting. Et puis, on n'était plus non plus dans un first in man, donc c'était aussi plus simple. Et puis surtout, vous étiez déjà entraîné en Europe. Probablement. L'Europe est un bon terrain d'entraînement Ouais. pour prévoir toutes les difficultés, sans doute. Évidemment, là, on peut tous, si je fais un sondage dans cette salle pour savoir qui connaît le dispositif réglementaire en France pour arriver jusqu'à l'AMM, je pense que ça me paraît peut-être pas très lisible pour beaucoup de gens, parce qu'il est quand même très complexe. Et puis pour ceux qui le connaissent, sans doute, ils peuvent confirmer qu'il est malgré tout complexe. Donc j'ai pas la prétention de vouloir donner des réponses à toute la chaîne jusqu'à la mise sur le marché et surtout le remboursement, parce qu'il y a d'autres agences qui rentrent dans ce processus. Néanmoins, pour nous, effectivement, c'est la lisibilité de notre action qui nous paraît le plus important. Et dans la situation de quelqu'un qui développe, évidemment, on cumule toutes les difficultés pour une agence réglementaire. C'est d'abord une question d'expertise scientifique. Est-ce qu'on a des compétences dans une agence réglementaire qui, malgré tout, aussi est assez contrainte de ressources, mais aussi de connaissances scientifiques pour pouvoir évaluer quelque chose qui comporte finalement un nouveau risque qu'on ne connaît pas. Et puis aussi avec donc, la nécessité de mettre à disposition, et surtout pour des pathologies par exemple qui sont graves, pour lesquelles il n'y a pas d'alternative thérapeutique, la nécessité de le faire vite. Donc on est à la fois contraint de faire des choses très vite, en même temps avec un minimum de connaissances. Et donc c'est toute la difficulté d'adaptation d'une agence à cette préoccupation. Alors, il y a plusieurs leviers qu'on a déjà mis en œuvre en ce qui concerne les essais phase précoce. Donc une première réponse, c'est que depuis 2017, c'est vrai qu'on a rassemblé toutes les compétences les compétences qui étaient spécialisées autour de l'évaluation des essais cliniques de phase précoce. Ce qui a permis finalement de pouvoir discuter de façon plus proche de tous les aspects de qualité, de non clinique et de clinique. Et ça a facilité quand même grandement les choses. Le deuxième levier, c'est que j'ai parlé de risques et d'identification des risques liés à des nouvelles molécules et des nouveaux dispositifs. C'est mettre en place des dispositifs justement qui répondent au risque de ne pas mettre à disposition et de retarder la mise à disposition pour des pathologies graves. Et donc on a maintenant des dispositifs d'accès rapide, d'autorisation rapide, qui permettent de répondre à une préoccupation. Mais tout ça ne peut pas fonctionner si on n'arrive pas à anticiper les risques. Et donc ces dispositifs prévoient notamment donc, des rencontres précoces. Alors c'est évidemment récent puisqu'on a mis ça en place depuis fin 2018 début 2019. Ça marche assez bien. Et donc ça permet d'abord de réduire les délais, ce qui est important surtout quand on veut mettre à disposition rapidement des nouveaux traitements. Le troisième levier, c'est de rassembler aussi tous les gens, avec ceux qui font des évaluations
de traitement précoce, c'est de mettre ensemble les gens aussi qui font de la vie scientifique, puisque mettre ensemble des gens qui font de la vie scientifique sur des molécules innovantes et qui ensuite sont sensibilisés sur les risques, évidemment, tout ça facilite des autorisations plus rapides. Et puis, donc le quatrième levier qui va être mis en place là, dans cette année, et là, je pense que ça concerne vraiment... évidemment, enfin, ça n'exclut pas les big pharma, parce que évidemment, on a toujours et on reçoit toujours en avis scientifique des big pharma, mais malgré tout, la priorité, c'est vraiment pour les deep tech et en tout cas dans le développement très précoce, même préalablement au début d'un essai clinique. C'est la possibilité, donc on va créer un guichet innovation qui va permettre de centraliser les demandes, de rendre visible surtout le dispositif d'accompagnement qu'on pourra rendre au niveau de l'agence. Alors, ça ne concerne que l'évaluation, médicaments et aussi dispositifs médicaux. Mais je pense que c'est très important de le souligner parce que ce qu'on nous reproche souvent, c'est évidemment un manque de lisibilité sur les dispositifs. Donc là, en tout cas, il y a une question d'organisation en interne et il y a une question aussi de lisibilité par rapport aux gens qui connaissent mal l'environnement réglementaire très complexe de l'évaluation du médicament et des dispositifs médicaux. Donc on peut vous appeler directement via le standard à la NSM pour tout deep TQE. Monsieur Martin, vous serez là. On va utiliser des moyens plus modernes qu'un téléphone. D'accord, email alors. Et donc, disons que là, on est passé dans l'autre spectre complètement deep tech tout début, mais dans le cadre d'un développement beaucoup plus global qui est Roche. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience, comment faire ressortir la France par rapport à tous les autres pays, vu la compétition qu'il y a dans les essais cliniques et la conduite d'essais cliniques qui ont des schémas totalement innovants? Oui, bonsoir. Donc, je représente Roche France, effectivement. Donc, l'accès à l'innovation en France pour l'oncologie, ça passe notamment par les essais cliniques et les essais cliniques de phase précoce. Puisque un des atouts du territoire, c'est de pouvoir avoir un réseau de centres experts en phase précoce qui ont été labellisés notamment par l'INCa, l'Institut national du cancer. Et donc, chez Roche France, on a fait le choix de s'appuyer sur cette force pour la promouvoir auprès de nos équipes globales qui sont basées à San Francisco, à Bâle ou dans d'autres pays. Et ça a bien fonctionné puisque au jour d'aujourd'hui, sur la centaine d'essais cliniques qui sont promus par le laboratoire en France en oncologie, on va dire qu'on a 30% de phase précoce, c'est-à-dire qu'il y a des essais de phase 1 qui arrivent en France avec des nouvelles solutions thérapeutiques qui peuvent très rapidement, le plus rapidement possible, être évaluées ensuite et arriver au lit du patient. Et donc il y a des patients qui vont pouvoir bénéficier plusieurs années en avance d'une potentielle commercialisation de ces solutions thérapeutiques. Donc ça, c'est une excellente chose. La problématique est que ces solutions thérapeutiques arrivent dans des designs avec des essais qui sont maintenant de plus en plus complexes, avec des designs adaptatifs notamment, qui portent en eux une complexité particulière et des enjeux particuliers, et qui challengent l'ensemble de nos organisations. Les organisations des pharma, des biotech, et évidemment les processus réglementaires et éthiques. Et on s'aperçoit que effectivement, c'est là où la difficulté réside, c'est la capacité des différents interlocuteurs à prendre en charge cette complexité. Donc les essais adaptatifs, c'est quoi? Un essai clinique classique, c'est on a un médicament qu'on évalue par rapport à un contrôle ou un placebo, un médicament qui est sur le marché. Et on va suivre sur plusieurs années l'évolution de l'efficacité et de la tolérance dans la population qui est concernée. Et on verra comme ça un essai sur plusieurs années qui délivrera des résultats. Un essai adaptatif, l'idée, c'est de pouvoir aller plus rapidement pour, quelque part, économiser, on va dire, des ressources, que ce soit des ressources médicales, des ressources
organisationnelle des patients également. On exposera moins de patients à une thérapie, des ressources financières. L'idée, c'est de pouvoir apporter plus rapidement le médicament ou la solution thérapeutique auprès des soignants et des patients. Tout cela dans un cadre sécurisé pour les patients. Bien sûr, la safety en premier, c'est certain. Pourquoi veut-on gagner du temps ? Ce n'est pas simplement pour faire plaisir aux laboratoires ou aux biotech. C'est parce que le nombre de médicaments et de solutions thérapeutiques a considérablement cru, tout simplement parce que les progrès de la biotechnologie, et puis il est plus facile, une forme de démocratisation de la création des solutions thérapeutiques et des médicaments, on peut s'en réjouir. Et donc ça fait qu'il y a un afflux de solutions à évaluer dans le cadre d'essais cliniques, et il faudrait des centaines, des milliers d'essais cliniques pour mener à bien certaines de ces évaluations. Donc l'idée des essais adaptatifs, c'est de pouvoir combiner dans un même essai plusieurs évaluations de plusieurs solutions thérapeutiques au sein d'une même population, d'une même indication. Je vous passerai les détails des essais basket, umbrella et ainsi de suite. Il y a de très jolis papiers, on pourra vous faire suivre les éventuelles références. En clair, on arrive avec des essais cliniques à évaluer par l'agence et par les comités de protection des personnes qui sont en charge de la partie éthique et méthodologique actuellement, avec des essais qui sont effectivement compliqués et qui nécessitent cette évaluation complexe. Tout cela dans un contexte international pour la société que je représente, où nos collègues européens, je vais parler des Espagnols, des Belges, des Danois, ne sont pas forcément soumis aux mêmes contraintes réglementaires, ou au même cadre en tout cas à ce jour. Et donc on est dans un contexte de compétition tout simplement pour faire venir les essais cliniques de phase précoce en France, que les premières administrations chez l'homme puissent se faire en France et non pas dans ces autres pays. Je ne parle pas de l'Asie, je ne parle pas des États-Unis, ne serait-ce que le cadre réglementaire français. Donc voilà, je salue les initiatives qui sont prises par la NSM. Le Fast Track Innovation est une excellente chose. Je salue la volonté de communication ouverte. Donc ça, c'est quelque chose de remarquable. Je salue également une initiative qui a été prise il n'y a pas très longtemps, l'initiative d'une association de cliniciens experts qui s'appelle la SCOP et qui a monté des rencontres nationales de phase précoce. C'était le premier événement en novembre dernier qui permet d'avoir un forum ouvert d'échange entre les industriels, les biotech, les cliniciens, les comités de protection des personnes et l'agence, ainsi que les associations de patients, bien entendu, pour, on va dire, ouvrir le cadre de discussion et faire en sorte de parler des problématiques qui nous concernent tous, puisqu'on est tous là à vouloir renforcer l'attractivité de la recherche clinique en France, bien entendu. Donc en résumé, l'acteur prépondérant par rapport aux autorités de santé ici en France semble être le bon partenaire pour avoir la deep tech ready to go. En conclusion, à vous de finir. Oui, je pense qu'on est tous acteurs de l'écosystème. On a tous l'ambition et l'envie de maintenir effectivement un secteur de rayonnement scientifique, d'accès à l'innovation pour les patients, donc de solutions thérapeutiques, et puis un secteur économique en soi, très clairement. Oui, on va aussi remercier la BPI qui est derrière les biotech en France. Je pense que c'est important et pour AVN6, c'est le cas. Donc merci aussi. À venir, à construire, bien sûr. Tout reste à faire. Merci beaucoup. Merci à vous.